Bonjour, bienvenue. C'est une histoire originale de la série Tales, et je suis contente que vous soyez là. Commençons. Ma belle-mère nous a enfermés, ma fille de 8 ans et moi, sur le balcon à 0 degré Fahrenheit sans vêtements adaptés. Vous deux, vous devriez apprendre un peu de respect, a-t-elle dit. Je n'ai pas pleuré. J'ai déménagé. 45 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée et sa vie a commencé à s'effondrer. Nous vivions dans le condo de ma belle-mère Samantha à Milwaukee parce que mon mari Max avait promis que ce serait temporaire. Si vous avez déjà entendu un homme adulte dire « temporaire » en se tenant à côté d'une femme qui se prend pour la cour suprême de la vie des autres, vous savez déjà où cela va mener. Max conduisait des camions longue distance, des semaines sur la route, quelques jours à la maison. Il vivait plus dans la cabine de son camion qu'avec nous. Quand il était là, il était épuisé et plein d'espoir, comme si l'amour pouvait compenser l'absence. Quand il était parti, la maison reprenait sa vraie forme, moi, ma fille Mia de 8 ans, et Samantha, qui dirigeait sa maison comme un petit royaume et me traitait comme une invitée qui avait oublié de s'incliner. Samantha aimait deux choses plus que tout, avoir raison et être obéie. Elle appelait ça le respect. Elle le disait comme une prière, comme de l'oxygène, comme si le monde entier lui devait des excuses à plein temps. Elle contrôlait le thermostat, toujours trop froid pour moi, toujours parfait pour elle. Elle contrôlait la cuisine, où les objets étaient rangés, comment les poêles étaient empilés, l'angle exact du torchon. Elle contrôlait l'entrée, où les chaussures avaient des places assignées comme si elles étaient des employés. Et elle traitait la nourriture comme une arme. Mia avait 8 ans, elle était intelligente, drôle et difficile comme le sont normalement les enfants. Les textures, les odeurs, les phases. Elle mangeait des pommes et du yaourt comme si c'était son métier. Elle se transformait en petite avocate si on essayait de négocier des petits pois. Son pédiatre n'était pas inquiet. Moi non plus. Samantha l'était assez pour nous tous. Chaque repas se transformait en test. Pas pour Mia, pour moi. Parce que Samantha ne voulait pas seulement que Mia mange. Elle voulait que Mia mange parce que Samantha l'avait décidé, et elle voulait que je m'écarte et que je regarde ça se produire. Ce soir-là, c'était du poulet, de la purée de pommes de terre, des haricots verts et le condiment préféré de Samantha, les commentaires. La neige tombait dehors en fine ligne. L'hiver de Milwaukee, avec ce vent du lac Michigan, ne donne pas seulement froid, il donne l'impression que le froid a des opinions sur vous. Le condo était assez chaud pour fonctionner, pas assez pour se détendre. Samantha croyait que le confort rendait les gens paresseux. Mia a mangé la moitié de son poulet, quelques bouchées de purée, et a piqué un haricot vert comme s'il avait insulté sa famille. Samantha observait l'assiette comme si c'était une preuve. Termine, a-t-elle dit. Mia a hésité. Je suis pleine. Samantha a penché la tête. Non, tu ne le es pas. Mia m'a jeté un regard rapide, plein d'espoir. Ce regard que les enfants lancent quand ils essaient de demander la permission sans fâcher personne. J'ai gardé une voix calme. Si tu es pleine, tu es pleine. Bois un peu d'eau. Les yeux de Samantha se sont plantés sur moi. C'est pour ça qu'elle est difficile, a-t-elle dit assez fort pour que les épaules de Mia se crispent. Parce que tu la laisses tout décider. Les lèvres de Mia se sont serrées, ses doigts se sont crispés autour de sa fourchette. Elle n'entendait pas seulement les mots de Samantha, elle entendait le message en dessous, ton corps ne t'appartient pas. J'ai pris une lente inspiration. Personne ne décide de tout. Elle a fini. Samantha s'est quand même penchée par-dessus la table, a piqué un morceau de poulet avec sa fourchette et l'a tendu vers Mia comme un ordre. Ouvre, a-t-elle dit. Mia a secoué la tête. Je n'en veux pas. Samantha a souri, fin et certain. Tu n'as pas le droit de décider. Et puis elle s'est penchée et a essayé de pousser la bouchée dans la bouche de mon enfant. Pas en la cajolant, pas en étant une grand-mère insistante. En forçant. Mia a tourné la tête, a commencé à pleurer, a eu un haut-le-cœur. Une panique rapide et brûlante. Le genre de panique qui apparaît quand un enfant comprend qu'un adulte est plus grand et a l'intention de gagner. Ma chaise a raclé le sol si fort qu'elle a grincé. Arrête, ai-je dit. Pas crier. Pas jouer. Juste définitif. Samantha s'est figée, la fourchette en l'air, comme si j'avais interrompu une cérémonie. Elle doit manger, a-t-elle sifflé.
Elle a besoin de se sentir en sécurité, ai-je répondu, et tu ne vas pas forcer ma fille à manger. Les joues de Mia étaient mouillées. Elle fixait son assiette comme si elle était devenue dangereuse. Le visage de Samantha s'est durci. Tu ne me parles pas comme ça dans ma maison. Sa voix est montée. Ce ton aigu et fier qu'elle utilisait quand elle voulait un public, même si le seul public était une enfant tremblante. Mia a tressailli. J'ai gardé un ton plat. Ne crie pas devant elle. Cette limite a frappé Samantha comme une insulte directe. Sa mâchoire s'est crispée. Ses yeux ont brillé. Oh, a-t-elle dit. Donc maintenant, c'est moi la méchante. Je n'ai pas scié. Là, tout de suite? Oui. Mia a glissé de sa chaise, essayant de disparaître. Je peux y aller? Va te laver les mains, lui ai-je dit rapidement. Va prendre un moment. Mia s'est dépêchée vers la salle de bain comme si le couloir était une issue de secours. Samantha s'est levée lentement, comme si elle prenait une décision. Puis elle a souri. Pas un sourire chaleureux, une décision. Très bien, a-t-elle dit doucement. Venez avec moi. J'aurais dû attraper Mia et partir tout de suite, mais mon cerveau croyait encore aux règles. Comme si les adultes ne faisaient pas des choses vraiment insensées à cause de haricots verts. Comme s'il y avait un plafond à ce comportement. Comme s'il existait des limites que les gens ne franchissaient pas parce que la société existait. Samantha a marché dans le couloir jusqu'à la porte coulissante en verre. Elle l'a ouverte d'un coup sec. Le froid a frappé le couloir comme une gifle. Mia, a claqué Samantha. Mia est sortie de la salle de bain, les mains humides, les yeux écarquillés. Elle a regardé Samantha, puis moi, comme si elle attendait que les adultes décident quelle était la réalité. Samantha a attrapé son poignet. Ne la touche pas, ai-je dit en avançant rapidement. Samantha a serré plus fort et a tiré Mia vers le balcon. De toute façon, j'ai attrapé l'autre main de Mia et je l'ai attirée contre moi. Samantha s'est tournée vers moi. Tu veux me manquer de respect? Tu veux me saper dans ma propre maison? Je veux que tu arrêtes de faire du mal à ma fille, ai-je répondu. Ce sourire est resté. Alors vous pouvez tous les deux vous calmer. Et avant que mon esprit ne puisse suivre, elle a ouvert la porte plus grand et a poussé. Mia a trébuché sur le béton en pyjama et chaussettes. Je suis sorti après elle automatiquement, parce que mon corps n'a qu'un seul travail, garder mon enfant en vie. Samantha est restée à l'intérieur. Puis elle a fermé la porte. Clic. Un petit bruit de loquet, net dans le silence. Mia s'est retournée, les paumes contre la vitre. Grand-mère, arrête. Samantha l'a regardée comme si Mia était une leçon, pas une personne. Vous deux, vous devriez apprendre un peu de respect, a-t-elle dit, calme comme si elle avait dit, sors les poubelles. Puis elle est partie. Bien sûr qu'elle est partie. Parce que dans l'esprit de Samantha, ce n'était pas de la cruauté. C'était de la discipline. Le balcon n'était pas couvert. Vent, béton, croûte de neige le long de la rambarde. Pas de manteau, pas de chaussures, pas de téléphone. Mon téléphone était à l'intérieur, sur le comptoir de la cuisine, à côté du torchon de Samantha qui disait « Bénis cette maison », comme une menace. Mia a commencé à trembler presque immédiatement. Pas des frissons mignons, des frissons de survie. Je l'ai attirée dans mes bras, j'ai tourné le dos au vent et j'ai frotté ses bras fort. Puis j'ai tiré le col de mon sweatshirt vers le bas et j'ai glissé ses mains à l'intérieur, contre ma peau. Ses doigts étaient de petits bâtons froids. J'ai froid, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je sais, ma chérie, ai-je dit en gardant volontairement ma voix stable. On va bouger. Tape des pieds. Elle a essayé, ses chaussettes glissant sur le béton gelé. J'ai frappé une fois contre la vitre. Samantha, ouvre la porte. Rien. Encore. Ouvre. Toujours rien. Et puis, parce que Samantha est Samantha, j'ai entendu la télévision s'allumer. Le son étouffé d'un rire de sitcom, comme si l'univers se moquait de nous. Mon esprit a fait cette séparation clinique que font les infirmières. Une partie de moi était une maman paniquée. L'autre partie faisait une liste, risque d'hypothermie, durée d'exposition, masse corporelle de l'enfant, vent. Mes mains ont commencé à brûler au bout des doigts.
puis elles sont devenues engourdies par petites zones. Mes oreilles donnaient l'impression que quelqu'un les tordait. J'ai scruté le parking en bas. Quelques voitures, la neige tombant en fine ligne, une fenêtre allumée en face. Mon souffle sortait en nuages blancs. Le vent a volé la moitié de mes mots. Mia, ai-je dit près de son oreille, on va jouer à des jeux, d'accord? Pas de sommeil. Parle-moi. Elle a hoché la tête, les dents claquant. Nomme tous les enfants de ta classe. Sa voix tremblait. Ethan, Ava, Jordan, Kayla, Miss Paris. Bien, ai-je dit. Maintenant l'alphabet à l'envers. ZYX. Elle a froncé les sourcils, essayant. D. Parfait, ai-je menti. Tu fais ça parfaitement. Je continuais à parler parce que le silence sur ce balcon ressemblait à un abandon. Je lui ai raconté des histoires idiotes sur quand elle était toute petite et insistait pour porter ses bottes de pluie en juillet. Je lui ai promis un chocolat chaud. Je lui ai promis la plus grande forteresse de couverture de l'histoire. Je lui ai promis des choses dont je me fichais, du moment qu'elle continuait à répondre. Le temps ne passait pas. Il rampait. Les lèvres de Mia devenaient pâles sur les bords. Puis j'ai vu du mouvement en bas. Une femme en robe de chambre est sortie sur un balcon voisin, plissant les yeux vers nous comme si elle n'était pas sûre d'être réveillée. « Vous allez bien » a-t-elle appelé. Ma gorge était à vif. Nous sommes enfermés dehors. Appelez le 911. Son visage a changé instantanément, confusion, puis alarme. Elle a disparu à l'intérieur. Que Dieu bénisse cette femme pour toujours. Quelques minutes plus tard, des sirènes, des lumières rouges et bleues ont peint la neige. 2 policiers de Milwaukee sont entrés dans le parking, la tête levée vers nous. L'un est resté là où il pouvait voir Mia, parlant dans sa radio, les yeux fixés sur elle comme s'il avait déjà décidé de quoi il s'agissait. L'autre a crié « Madame, pouvez-vous rentrer à l'intérieur ?» La porte est fermée à clé, ai-je crié. Ma belle-mère nous a enfermés dehors. Ils ont bougé vite, l'un vers l'entrée, l'autre restant dans le parking. J'ai regardé l'officier à l'entrée frapper à la porte de l'immeuble comme s'il était personnellement offensé par elle. Du balcon, je n'entendais pas les premiers mots de Samantha, mais je pouvais imaginer le ton, irrité, méprisant, comme si la police était un inconvénient inutile. Enfin, le rideau a bougé. Samantha est apparue derrière la vitre, le visage crispé d'agacement. Elle a déverrouillé la porte et l'a ouverte de quelques centimètres, comme si la chaleur était quelque chose qu'il fallait mériter. Mia est entrée en trébuchant la première. Au moment où ses pieds ont touché la moquette, elle s'est effondrée contre moi et a sangloté. Le genre de sanglot qui vient du corps quand il croit enfin qu'il va peut-être survivre. Je l'ai portée dans le salon et je l'ai enveloppée dans la couverture la plus proche. J'ai vérifié ses doigts, ses oreilles, son visage. Samantha se tenait dans le couloir, les bras croisés, comme si elle attendait que quelqu'un s'excuse auprès d'elle pour la scène. Un officier est entré derrière nous, la quarantaine, des yeux fatigués, une voix maîtrisée. « Madame, a-t-il dit à Samantha, que s'est-il passé ?» Samantha a relevé le menton. Elles sont sorties pour se calmer. « À 0 degré, a-t-il demandé. Ce n'était que pour 1 minute, a-t-elle claqué. Le plus jeune officier, plus calme, plus tranchant, a regardé au-delà de Samantha vers le balcon. Il y avait des empreintes de chaussettes dans la neige. Des empreintes de chaussettes d'enfants. Le genre de détail qui ne discute pas, ne négocie pas, ne se soucie pas des sentiments de quiconque. Sa mâchoire s'est crispée. L'officier plus âgé s'est accroupi devant Mia. « Et, ma puce. Comment tu t'appelles » Mia, a-t-elle murmuré, à peine audible. « Tu es blessé » Mia a secoué la tête, les yeux fixés sur mon t-shirt comme si regarder en l'air pouvait faire revenir la chose. L'officier s'est levé et m'a regardé. « Avez-vous un endroit où aller ce soir » Oui, ai-je dit sans hésiter. Chez une amie. Bien, a-t-il dit comme s'il le pensait vraiment. Il a appelé les secours par radio. Samantha a ricané. C'est ridicule. L'officier l'a fixé. Un enfant a été enfermé dehors par un froid glacial. Samantha a agité la main. Elle va bien. Madame, a-t-il dit d'une voix plate, ce n'est pas à vous de décider. Pour le dossier,
a-t-il ajouté, c'est une affaire criminelle. Les secouristes sont arrivés. Couverture, pack chaud, constante, main douce. La température de Mia était basse, mais pas dangereuse. Pas d'engelure. Dieu merci. Ils ont ensuite regardé mes mains. Le bout de mes doigts était blanc. Mon petit doigt gauche avait un aspect cireux qui a fait se crisper la bouche du secouriste. Vous devez vous faire examiner ce soir, m'a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Parce que je suis infirmière. Je sais ce que le froid fait quand il décide de garder une facture. L'officier a demandé les pièces d'identité. J'ai tendu mon permis de conduire avec des doigts qui ne voulaient plus fonctionner. Samantha a tendu le sien comme si on l'importunait. Le plus jeune officier est entré dans la cuisine, a tapé quelque chose, puis s'est figé. J'ai vu sa posture changer. Une immobilité professionnelle et calme. Il a murmuré à son partenaire. Le visage de son partenaire s'est crispé. L'officier plus âgé s'est tourné vers Samantha. Mademoiselle, asseyez-vous sur le canapé. Samantha a cligné des yeux. Pourquoi? Asseyez-vous, a-t-il répété. Samantha s'est assise comme si c'était une insulte. L'officier plus âgé s'est positionné entre elle et le couloir, comme s'il l'avait déjà fait 1000 fois. Le plus jeune officier a parlé doucement dans sa radio. Je n'ai pas entendu chaque mot, mais j'en ai entendu assez pour sentir l'air changer. Confirmation du même nom, même déo, hit actif. Le ton de l'officier plus âgé a changé. Madame, écoutez attentivement. Vous êtes en état de détention. Vous n'êtes pas libre de partir. Restez assise. Gardez vos mains où je peux les voir et ne rendez pas les choses pires. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Max appelait. Bien sûr, j'ai répondu. La voix de Max est arrivée, fatiguée et décontractée. Et, comment vont mes filles? Ta mère nous a enfermés, Mia et moi, dehors, ai-je dit. Silence. Puis, tendu, elle a fait quoi? Balcon. 0 degré. La police est là. Les secouristes sont là. Un autre silence. Le genre où quelqu'un essaie de garder son illusion préférée en vie. Lorraine, a-t-il dit enfin, elle n'aurait jamais. Si, ai-je dit. Et j'en ai fini. Je m'en vais avec Mia. Lorraine, je fais demi-tour, a-t-il dit rapidement. Je rentre à la maison. Non, ai-je dit. Quoi? Ne viens pas ici. Je m'en vais avec Mia. Lorraine, je ne négocie pas la sécurité, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone comme si c'était un outil que j'avais utilisé. Puis quelque chose en moi a claqué. Pas de la colère. De la clarté. Je n'ai pas pleuré. J'ai bougé. J'ai attrapé un sac de voyage et j'ai fait les valises rapidement. Les vêtements de Mia, mes tenues d'infirmière, les documents, les chargeurs, sa tablette scolaire, son dinosaure en peluche, de vrais manteaux, de vraies chaussures, le dossier avec sa carte d'assurance, les bottes d'hiver que Samantha avait insisté pour acheter parce qu'elle les avait choisies. Et je me fichais d'où elles venaient tant qu'elles étaient chaudes. Les officiers ont terminé leur rapport. Ils ont pris des photos. Ils ont parlé à la voisine qui avait appelé le 911. Samantha se tenait là comme si elle attendait que quelqu'un s'excuse auprès d'elle. Le plus jeune officier s'est penché vers son partenaire. Ils arrivent, a-t-il murmuré. Il a gardé la voix basse. Pas la peine d'alerter Samantha. La dispatch voulait que le hit soit confirmé et la bonne unité sur place avant que quiconque dise un mot de plus. Les yeux de Samantha ont bougé. Qui arrive? Personne ne lui a répondu. Elle a enfin eu l'air nerveuse. 45 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Pas un coup désinvolte, le genre officiel. L'officier plus âgé a ouvert la porte. 2 détectives se tenaient là, manteaux épais, badge sorti, de la neige sur les épaules. Détective Wolf, a dit le plus grand. Unité des affaires classées de la police de Milwaukee. Voici le détective Harris. Samantha a commencé à se lever, l'indignation reprenant sa place. Enfin quelqu'un de sensé. L'expression du détective Wolf n'a pas bougé. Mademoiselle Samantha est. Oui, a-t-elle dit, satisfaite d'elle-même.
Nous avons un mandat d'arrêt actif contre vous, a-t-il dit. Le sourire de Samantha s'est figé. Quoi, a-t-elle claqué? Pourquoi? Parce qu'elle est dramatique. Pas pour ce soir, a dit le détective Wolf. Pour une affaire ouverte ce mois-ci. Le détective Harris a levé un dossier. Une enfant nommée Madison Price, il y a 8 ans. La salle est devenue silencieuse. La petite main de Mia a attrapé ma manche. Le visage de Samantha s'est vidé par étapes. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-elle dit trop vite. C'est une erreur. Le détective Wolf n'a pas argumenté. Samantha a reculé d'un pas. Non, c'est ma maison. Le détective Harris l'a menotté avec une pratique calme. Le détective Wolf lui a lu ses droits Miranda dans sa propre entrée, comme si la réalité expliquait enfin les règles. Les yeux de Samantha se sont plantés sur moi, furieux, accusateur. Lorraine, a-t-elle sifflé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai haussé légèrement les épaules, petite et honnête. J'ai protégé mon enfant. Samantha a cherché une réplique. Il n'y en a pas de bonne pour ça. Pendant qu'on l'emmenait, elle s'est tordue et a craché, tu le regretteras. Je l'ai regardée. Cheveux parfaits, robe de chambre coûteuse, mains menottées, et j'ai ressenti quelque chose de surprenant, du soulagement. Je regrette de t'avoir fait confiance, ai-je dit doucement. Puis j'ai pris nos sacs et je suis sorti avec Mia. Nous sommes allés aux urgences de l'autre côté de la ville, pas à l'hôpital où je travaillais. Je n'allais pas entrer dans mon propre hôpital avec mon enfant enveloppé dans des couvertures d'urgence et ma belle-mère en train de se faire arrêter quelque part derrière moi comme un titre de journal. La salle d'attente était le mélange habituel de fin de soirée, un tout petit avec de la fièvre, un homme âgé tenant son poignet, une femme faisant défiler son téléphone comme si elle essayait de disparaître dedans. Mia s'est assise sur le lit quand ils nous ont enfin prises. Elle tenait son dinosaure comme une bouée de sauvetage. Ses joues ont rosé en se réchauffant, ses yeux étaient lourds. Le médecin a confirmé ce que j'avais besoin d'entendre, hypothermie légère. Pas d'engelure pour Mia. Elle irait bien. Mes mains, c'était une autre histoire. Quand ils ont réchauffé mon petit doigt gauche, la douleur a frappé si fort que j'ai vu des taches. Le visage du médecin s'est crispé. Parfois les tissus se déclarent plus tard, a-t-il dit. Bien sûr. Parce que le froid ne finit pas toujours le travail immédiatement. Parfois il attend. Parfois il perçoit des intérêts. Une infirmière a posé les questions que les hôpitaux posent quand un enfant est en danger, vous sentez-vous en sécurité pour rentrer? Quelqu'un lui a-t-il déjà fait du mal? Avez-vous un endroit sur ce soir? Le signalement obligatoire n'est pas personnel. C'est la procédure. Et à ce moment-là, j'étais reconnaissante pour chaque système qui traiterait cela comme ce que c'était au lieu de l'appeler un drame familial. Je leur ai dit la vérité. Nous partions. Nous étions en sécurité ailleurs. La police était impliquée. Ils ont tout documenté. Ils ont pris des notes de cette manière précise et soigneuse qui devient une preuve plus tard. Je les ai regardés travailler et j'ai ressenti un étrange réconfort dans la structure, formulaire, procédure, case à cocher, le monde disant « Non, ce n'est pas normal. Nous allons le traiter comme quelque chose qui compte. » Nous sommes restés chez mon ami. Chambre d'amis, verrou, calme. Mia s'est endormie rapidement, puis s'est réveillée en sursaut une fois au bruit d'une portière de voiture dehors et s'est accrochée à moi comme si son corps ne faisait toujours pas confiance à la chaleur. Je suis resté assise avec elle jusqu'à ce que sa respiration s'apaise. Je n'ai pas fait défiler mon téléphone. Je ne me suis pas distraite. J'ai juste regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser comme si c'était la seule chose qui me maintenait ancré. Max a appelé, envoyé des textos, appelé encore. Lorraine, s'il te plaît. Je rentre à la maison. C'est fou. Elle n'aurait jamais. Je n'ai pas répondu parce que je connaissais le scénario. Il voudrait en parler. Il voudrait arranger les choses. Il voudrait que j'absorbe le choc pour ne pas avoir à choisir. Mais Mia ne devrait pas avoir à apprendre que la sécurité est négociable parce que la famille est compliquée. Le lendemain matin, mon petit doigt gauche était gonflé et violet au bout. Ce vilain stade intermédiaire où le corps décide ce qu'il peut sauver. Mia a mangé une tartine dans la cuisine de mon ami comme si elle avait peur que quelqu'un commente. Je lui ai dit doucement, tu peux manger quand tu as faim.
Tu peux arrêter quand tu es pleine. Personne n'a le droit de rendre la nourriture effrayante. Elle a hoché la tête, petite et sérieuse, comme si elle rangeait la règle quelque part au fond d'elle. Cet après-midi-là, le détective Wolf m'a appelé. J'aurais besoin d'une déclaration formelle sur ce qui s'est passé hier soir, a-t-il dit. D'accord, ai-je répondu. Il a marqué une pause. Et je veux que vous sachiez que votre appel au 911 n'a pas créé cette affaire. Il l'a juste localisée. Mon estomac s'est serré. Elle était déjà dans votre radar. Nous avons rouvert une ancienne enquête, a-t-il dit. Un juge a signé un mandat. Nous confirmions sa localisation hier soir. L'officier intervenant a passé son identité et a eu le hit. C'est pour ça que l'officier s'était tu dans la cuisine. C'est pour ça que l'air avait changé. Au poste, je me suis assise dans une salle d'interrogatoire simple avec un gobelet de mauvais café et un stylo qui ne marchait que si on appuyait trop fort. Le détective Wolf était calme, professionnel, le genre de calme qui vient d'avoir vu trop de choses et d'avoir appris à ne pas tressaillir. Il m'a demandé de raconter la scène du dîner depuis le début. Il m'a demandé le comportement habituel de Samantha. Il m'a demandé si elle avait déjà menacé Mia auparavant. Je lui ai dit la vérité. Samantha aimait l'humiliation. Samantha aimait le contrôle. Samantha ne nous avait jamais enfermés dehors auparavant, mais elle avait dit des choses, de petits avertissements déguisés en blagues. Attention ou tu vas apprendre une leçon. Dans ma maison, tu fais ce que je dis. Je les avais entendus et j'avais essayé de les ignorer, comme les gens ignorent un bruit de cliquetis dans une voiture parce que l'admettre signifie admettre que quelque chose de cher ne va pas. Puis le détective Wolf m'a donné les bases. Rien de graphique, rien dont je n'avais pas besoin. 8 ans plus tôt, Samantha travaillait dans une garderie, pas comme enseignante, comme aide. Le genre de poste avec accès, autorité et juste assez de supervision pour qu'une brute se sente puissante. Une fillette de 5 ans nommée Madison Price était morte après avoir été laissée dans une salle de maintenance non chauffée pendant l'hiver. À l'époque, on avait appelé ça un accident. Maintenant, ce n'en était plus un. Le détective Wolf a fait glisser une image fixe sur la table. Des images de caméras granuleuses. Horodatage dans le coin. Samantha traînant une petite enfant par le poignet vers une porte. Une autre image, la salle de maintenance. Une autre, Samantha s'éloignant, l'expression neutre. Ils ont trouvé Madison 3 heures plus tard, a-t-il dit doucement. Hypothermie. Mon esprit a flashé. Mia pressée contre la vitre, pleurant. Même méthode, enfant différente. Comment avez-vous obtenu ces images? Ai-je demandé. La garderie a modernisé son système, a-t-il dit. Des fichiers archivés sont ressortis. Nous avons assigné les sauvegardes. Ça a pris des mois. Il s'est adossé. Hier soir nous a donné un nouvel incident, une nouvelle déclaration de victime et un schéma plus clair. Et un mandat de perquisition, ai-je dit, parce que je savais où cela menait. Il a hoché la tête une fois. Oui. Ce soir-là, ils ont perquisitionné le condo de Samantha. Je n'y étais pas. Je ne voulais pas voir des inconnus dans l'espace où mon enfant avait essayé d'être petite et silencieuse. Je ne voulais pas regarder les tiroirs s'ouvrir et se fermer comme si la maison elle-même était interrogée. Max y était, cependant. Il était rentré, trop tard pour arrêter quoi que ce soit, juste à temps pour regarder les fondations se fissurer. Il m'a appelé, la voix, ils mettent l'endroit sens dessus-dessous. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ont dit des dossiers, des notes, quelque chose qu'elle gardait. Bien sûr. Les gens comme Samantha ne font pas seulement les choses, ils les justifient, les documentent, les revivent. Ils construisent un musée privé de leur propre droiture. Le détective Wolf m'a appelé plus tard. Nous avons trouvé une boîte et un carnet. Un journal, ai-je dit. Oui, bien sûr que c'en était un. Max est arrivé chez mon ami 2 jours plus tard avec le sac à dos de Mia, ses bottes et le regard épuisé de quelqu'un qui avait passé 48 heures à argumenter avec la réalité. Il se tenait dans l'embrasure de la porte comme s'il ne savait pas s'il avait le droit d'entrer. J'ai hoché la tête une fois. Il est entré. Il s'est assis sur le canapé comme s'il ne méritait pas les coussins. Je ne savais pas, a-t-il dit. J'ai soutenu son regard. Tu savais qu'elle était cruelle. Sa gorge a bougé.
Je ne savais pas qu'elle ferait ça à Mia. J'ai hoché lentement la tête. C'est le problème. Tu pensais qu'il y avait une ligne. Elle n'en a pas. Max a passé une main sur son visage. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était un temps mort. Comme si elle disciplinait un chien. Je n'ai rien dit parce que si je parlais à ce moment-là, j'aurais dit quelque chose d'irréparable. Il a avalé sa salive. Ils m'ont montré les images. Mon estomac s'est serré. Et le journal. Le visage de Max s'est tordu. Oui. Il a fixé ses mains. J'ai imaginé Samantha montant le son de la télévision pendant que Mia frissonnait dehors. Une habitude, pas une impulsion. Le téléphone de Max a vibré. Une transcription de message vocal de Samantha. Il l'a joué sans réfléchir. Sa voix est arrivée, aiguë et offensée, tu ferais mieux de régler ça. Appelle un avocat. C'est ridicule. Et dis à Lorraine qu'elle ne va pas me prendre ma petite fille. Max a fixé l'écran, puis l'a supprimé. Pas de discours, pas de comédie, juste suppression. Il a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. Qu'est-ce que tu veux faire? C'était une étrange question après des années où Samantha décidait de ce qui était approprié. Je vais demander une ordonnance de protection, ai-je dit, et je ne retournerai pas là-bas. Max a hoché la tête. D'accord. Nous n'avons pas résolu notre mariage à ce moment-là. Nous avons simplement reconnu la réalité. Il a brièvement essayé de parler de thérapie, de temps, et peut-être qu'elle s'excusera. Je l'ai coupé doucement. Max, je me fiche de ce qu'elle dit. Je me soucie de ce qu'elle a fait. Mia n'a pas besoin d'excuses. Elle a besoin de sécurité. Il a hoché la tête à nouveau, plus petit cette fois. Tu as raison. Le lendemain, une travailleuse des services de protection de l'enfance est venue. Madame Daniels, gentille, directe, professionnelle, le genre de personne qui a vu trop d'incidents familiaux et sait faire la différence entre un accident et un schéma. Elle a parlé doucement à Mia à la table de la cuisine pendant que Mia tenait son dinosaure comme un témoin. « Comment tu te sens chez grand-mère » a-t-elle demandé. Mia a hésité, puis a murmuré, froid. Madame Daniels l'a noté sans broncher. Puis elle m'a demandé, êtes-vous prête à garder Mia éloignée de Samantha? Oui. Avez-vous un logement stable? Je signe un bail cette semaine. Bien, a-t-elle dit. Nous voudrons l'adresse une fois que ce sera final, et un plan de sécurité. Qui garde Mia? Qui elle appelle si elle a peur? J'ai hoché la tête. Encore de la structure. Le monde mettant des garde-fous autour de mon enfant. Avant de partir, Madame Daniels m'a regardé et a dit doucement, vous faites ce qu'il faut. J'ai failli pleurer, non pas parce que j'avais besoin de permission, mais parce que l'entendre à voix haute donnait l'impression que mes poumons pouvaient enfin s'ouvrir. L'audience de mise en liberté sous caution de Samantha a eu lieu quelques jours plus tard. Je n'y suis pas allé. Le détective Wolf m'a dit le résultat, caution refusée. Parce que quand on fait face à des accusations liées à la mort d'un enfant et qu'il y a un nouvel incident impliquant un autre enfant, les juges ne deviennent pas sentimentaux. Le bureau du procureur a agi vite. Ils avaient les images, un journal, des témoins, des rapports de police, ma déclaration, l'appel de la voisine, la documentation des secouristes, et une chose de plus. Le détective Wolf me l'a dit d'une voix prudente, Madison avait enregistré elle-même. Un petit enregistreur vocal bon marché pour enfants, un jouet, le genre de choses que l'on achète parce que c'est mignon. Quand Samantha l'a enfermé, Madison a appuyé sur enregistrer. Pas parce qu'elle comprenait ce qu'était une preuve, mais parce qu'elle avait 5 ans, qu'elle avait peur et qu'elle voulait sa maman. L'audio était court, craquelé, essoufflé, mais il existait. Et une fois qu'il existait, l'histoire de Samantha n'avait plus nulle part où se cacher. J'ai témoigné, non pas parce que je voulais revivre ça, mais parce que je voulais que le dossier dise clairement, elle l'a fait. Je me suis assise au tribunal dans ma meilleure veste, je vais bien, les mains basses. Mon petit doigt gauche était bandé. Une semaine après le balcon, le chirurgien m'avait dit que le bout était parti. Pas dramatique, pas cinématographique, juste du tissu qui n'avait pas survécu. La cruauté laisse des factures. Samantha était assise à la table de la défense dans un pull conservateur, les cheveux parfaits, le visage offensé, comme si elle était la victime d'une impolitesse. La procureure,
l'assistante du procureur Kim, n'a pas joué la comédie. Elle a exposé les faits comme un diagnostic. C'est un schéma, a-t-elle dit au jury. Pas un malentendu. Elle a appelé la voisine, les officiers, les secouristes. Puis moi. J'ai raconté l'histoire. La fourchette, Mia qui a un haut le cœur, Samantha qui crie, le balcon, le loquet qui clique, la télévision qui s'allume, la neige, les frissons, les sirènes. L'avocat de Samantha a essayé de faire passer ça pour pas grand-chose. Elle a fini par ouvrir la porte. Correct. Oui, ai-je dit. Donc elle n'avait pas l'intention de faire du mal. Je l'ai regardée. Elle avait l'intention de faire peur. Il a cligné des yeux comme s'il n'était pas habitué à ce que les témoins répondent sans trembler. La peur est un mal, ai-je dit. Surtout pour un enfant. L'avocat a essayé encore. N'est-il pas vrai que vous et madame et vous disputiez? Les émotions étaient fortes. Oui, ai-je dit, et je lui ai demandé de ne pas crier devant ma fille. Sa réponse a été d'enfermer ma fille dehors dans le froid. Il n'avait nulle part où aller avec ça. Puis le détective Wolf a témoigné sur Madison. Les images ont été diffusées sur l'écran. Samantha traînant Madison dans un couloir vers la porte de la salle de maintenance. Ce qui m'a hanté, ce n'était pas la colère sur le visage de Samantha. C'était la neutralité. Pas de rage. Pas de panique. Juste cette certitude vide de quelqu'un qui pense qu'il est autorisé. Les pages du journal sont venues ensuite. Juste ce qui était pertinent. L'écriture de Samantha appelant une enfant une sale gosse, décrivant la punition comme quelque chose de routinier. Quelques lignes sur l'enseignement du respect, le même mot qu'elle avait utilisé sur mon balcon. Le jury est resté très immobile, et puis l'audio a été diffusé. Le juge a prévenu tout le monde que ce serait difficile. C'était une petite voix tremblante. Maman, viens me chercher. Il fait froid. Une pause. Des pleurs faibles. Puis, Miss Samantha m'a enfermé. Puis le silence. Pas de moment hollywoodien. Juste le froid faisant ce qu'il fait. Samantha fixait droit devant elle comme si le son était un inconvénient. Son avocat a posé une main sur son bras. Elle l'a repoussé. Parce que Samantha ne faisait pas de réconfort à moins d'en recevoir. Le verdict est tombé une semaine plus tard. Coupable pour Madison. Coupable pour ce qu'elle nous avait fait, à Mia et à moi. Séquestration, mise en danger d'enfant, mise en danger imprudente. La peine était assez longue pour que Samantha n'enseigne plus le respect à personne en dehors d'une prison d'État pendant très longtemps. Elle n'a pas pleuré. Elle avait l'air furieuse, comme si le tribunal l'avait manqué de respect. Le juge l'a qualifiée de ce qu'elle était, dangereuse. Et on l'a emmenée. Après le procès, Max m'a trouvé dehors devant le tribunal. Il paraissait plus vieux, non pas par le temps, mais par la réalité. Je suis désolé, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je sais. J'aurais dû vous protéger, a-t-il ajouté, la voix cassée. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Nous ne sommes pas restés mariés. Certaines choses ne se réparent pas. Pas complètement. Pas quand ton enfant est impliqué. Mais il a fait la seule chose qui comptait le plus, il ne s'est pas battu avec moi pour Mia. Il n'a pas essayé de forcer des fêtes familiales. Il a signé ce qu'il fallait signer. Il a laissé notre fille être en sécurité. Quelques mois plus tard, Mia et moi avons déménagé à Chicago. Pas parce que j'avais besoin d'un nouveau skyline dramatique, mais parce que j'avais besoin d'espace pour respirer. Nous avons eu un petit appartement avec des radiateurs qui claquaient comme s'ils étaient vivants. Des voisins qui saluaient. Un immeuble qui sentait la lessive et le dîner de quelqu'un. Mia a recommencé à dormir toute la nuit. Elle a arrêté de tressaillir quand les voix montaient. Elle mangeait quand elle avait faim et laissait la nourriture quand elle était pleine. Et personne n'en faisait une faute morale. J'ai continué à travailler comme infirmière. J'ai pris des gardes. J'ai trouvé un groupe de soutien qui comprenait à quoi pouvait ressembler la discipline familiale, quand c'était vraiment du contrôle portant une belle tenue. Et chaque hiver, quand la température baisse et que le vent devient tranchant, je me souviens de ce loquet qui cliquait, non pas avec peur, mais avec clarté. Ma belle-mère a essayé de nous apprendre le respect.
Au lieu de cela, elle m'a appris quelque chose de mieux, on ne négocie pas avec le froid. On ne négocie pas avec la cruauté. On bouge. Et parfois, si on a de la chance, l'univers frappe en retour. Alors, dites-moi, suis-je allé trop loin ou pas assez loin? Faites-le moi savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour